Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Regardez, j'ai accordé la tasse avec le pull. Je crois que je vous l'avais montré dans un vlogmas, mais en tout cas, c'est une très belle tasse, petit renard. Petit renardeau, comme ça je suis comme tous les cons d'influenceurs avec leur tasse de Noël. Oui, 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 oui. Non pas influenceurs, créateurs de contenu, c'est plus chic. C'est le thé du jour 21, c'est un thé vert qui s'appelle Ronde des lutins bio. Encore une fois, ça fait vraiment créateur de contenu à la con. C'est un thé vert, pomme, orange et épices. Et en plus, il est certifié agriculture biologique. Je peux pas vous dire s'il est bon, je vais pas goûter encore. Alors aujourd'hui, je se retrouve pour une petite vidéo qui m'est venue, devinez où, comme d'habitude, aux toilettes. En fait, je me suis rappelé que normalement, je devais poster une vidéo par jour sur Instagram pour vous présenter mes 25 coups de cœur de l'année, un peu en mode humoristique avec des petites musiques, tout ça, mais mes neveux ont eu une rhinopharyngite, moi j'ai eu la grippe, ça s'entend encore un peu, j'ai dû partir à Paris, enfin il s'est passé plein de trucs qui ont fait que vu que j'avais pris aucune avance sur ces vidéos, bah en fait j'ai pas pu mener à bien mon petit projet. Bon c'est pas grave, hein, ça ne m'a pas empêché de dormir, mais c'est quand même dommage parce que j'avais envie de vous parler de ces 25 lectures. Parler de 25 livres en vidéo, ça va me prendre une éternité, ça va être super long, il faut que je trouve quelque chose qui permette de pimenter l'affaire et tout. Mes vidéos normalement elles durent à peu près 25 minutes, une demi-heure, grand max. Et c'est là que j'ai tilté, éclair de feu, éclair de génie, Magic Flowfly a eu une idée. Je me suis dit je vais parler de chaque livre une minute. Donc on va essayer de vous parler de 25 livres en 25 minutes. Je sais pas si c'est réalisable. Après, c'est des livres que je connais bien, vu que c'est des livres que j'ai beaucoup appréciés, donc je vais normalement réussir à être concis et précis. C'est des livres dont je vous ai déjà parlé, si vous êtes là depuis le début, et sinon, vu qu'il y a pas mal de nouveaux en ce moment, et je vous remercie, bienvenue, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner. Maintenant, si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes abonné. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker les vidéos et les commenter si ça vous intéresse. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Twitch. Alors en attendant, on va essayer de trouver un petit chronomètre à mettre ici d'1 minute. Et puis bah let's go, 25 minutes, 25 livres, on va essayer. 1, 2, 3. En premier, j'ai envie de vous parler de Des Diables et Dessins, publié aux éditions L'Iconoclaste. Dans Des Diables et Dessins, on va suivre un jeune orphelin. Très vite, on sait qu'il est orphelin et qu'il va être envoyé dans un pensionnat, un orphelinat, au fin fond des Pyrénées, dans la montagne, dans la forêt, un endroit qui donne absolument pas envie d'y aller. Vous voyez ce vieux pensionnat un peu en mode les choristes qui fait peur, qui fait frissonner, avec sûrement des gens pas très agréables pour l'accueillir. Et ce petit orphelin est fan de piano, enfin c'est un virtuose du piano. Et donc on va le voir dans ses cours de musique avant d'être orphelin, et une fois qu'il est à l'orphelinat, les cours de musique sont donnés par un prêtre. J'ai adoré cette ambiance, je vous dis, super glaçante, super froide, et en même temps, il y avait de la lumière, il y avait de l'espoir, un très beau moment de magie et de musique que je recommande à tous les fans des histoires un peu sombres mais qui finissent bien. J'ai encore 7 secondes. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Allez voir la chronique de Isa, les chroniques du hérisson, qui en parle aussi très bien. Ensuite, à la rentrée littéraire, j'ai lu Blizzard de Marie Vintras. Blizzard, c'est un court roman publié aux éditions de l'Olivier, qui est un roman choral qui se passe au fin fond de l'Alaska. Une mère tient son fils par la main et le fils lui lâche la main. Il se perd dans cette brume vaporeuse, mais brume physique par cette neige, brume de ce blizzard, mais également brume des souvenirs, parce que 4 personnages vont partir à la recherche de cet enfant, et ces personnages vont être également dans leur quête de retrouver l'enfant perdu, dans une quête de retrouver des souvenirs, retrouver des moments de joie passés les uns entre les autres, dans leur vie passée, dans leur vie future. C'est assez brumeux, je vous dis, parce qu'on est vraiment dans cette ambiance cotonneuse de l'Alaska, toute blanche, toute froide, mais merde, je perds mes mots, mais voilà, mais on s'y retrouve, voilà, ça, c'est cotonneux, mais on sait qui prend la parole, on sait qui nous raconte quoi, c'est très court, donc c'est très précis. Marie Vintras, elle a une écriture incisive, et j'ai adoré découvrir ce court roman. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, parce que j'ai pas du tout préparé la vidéo, j'ai juste mon bullet journal que j'avais préparé pour faire les vidéos Insta, donc j'ai les 25 lectures, My God. Ensuite, j'ai envie de vous reparler encore une fois de Albert de Marie Pavlenko, publié chez, oula, je sais plus, Flammarion, je crois. Pas sûr, c'est un livre jeunesse, avec pareil, encore là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une passion Pyrénées cette année, parce que ça se passe dans les Pyrénées, dans la montagne, avec un peu de forêt. On va suivre une jeune bachelière qui vient d'avoir son bac, et l'été de ses 17 ans, du coup, elle doit passer l'été chez sa grand-mère, qui est veuve, avec son chien, et je crois qu'elle a un jardinier qui vit avec elle, quelque chose comme ça, dans une cabane où évidemment il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de réseau. Et la petite, je sais plus comment elle s'appelle, la gamine, enfin bref, la gamine, elle est vraiment pas ravie,
Et au final, elle va faire une découverte sur sa grand-mère. Elle s'entend très bien avec sa grand-mère, hein. Sa grand-mère est pleine de malice, très drôle. Et elle va trouver quelque chose, trouver Albert. Et je vous laisse deviner, enfin je vous laisse en tout cas lire pour savoir qui est Albert, car on ne le sait pas tout de suite. Il y a un peu de magie, un peu de réalisme, en même temps on se retrouve, moi j'ai ressenti les sensations que j'avais dans la maison de ma grand-mère quand je regardais par la fenêtre, quand j'entendais un bruit qui craquait. Marie Pavlenko, elle est très forte pour... Désolé, je dépasse un peu. Je vais un peu dépasser. Marie Pavlenko, elle est très forte pour, justement, voilà, se mettre dans la peau des enfants et des adolescents sans que ça paraisse faux. Donc je vous le recommande à 100 000%, mais je vais pas le lire à chaque livre. Ensuite, cette année, j'ai découvert Chantal Thomas, que j'ai adoré avec East Village Blues, qui parle de New York, avec Café Vivre, qui est un recueil de chroniques de voyage, et avec Souvenirs de la marée basse. Souvenirs de la marée basse, c'est les souvenirs d'enfance de Chantal Thomas. C'est tendre, c'est beau, ça invite au voyage. Moi je l'ai lu cet été en plus au bord de la mer, donc c'était parfait parce que elle parle de l'océan dans le bassin d'Arcachon, elle parle de toute la ville d'Arcachon, après elle parle de Nice avec comment ça s'appelle, la promenade des Anglais, etc. En parlant de la mer aquatique, elle nous parle de sa mère biologique. Elle parle de la nage. Moi, je ne suis pas du tout bon nageur. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime l'eau particulièrement. Et pourtant, j'ai trouvé ça d'une beauté et d'une douceur sans nom. Elle arrive toujours à parler d'elle, mais de façon pudique, sans pour autant qu'on soit un peu sur notre faim. Vous voyez, quand quelqu'un veut pas trop dire les choses, on est allé en mode accouche. Mais non, elle arrive à dire juste ce qu'il faut, la dose suffisante de sa personne, sans que ça paraisse impudique. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Souvenirs de la marée basse. Non, celui-là, je viens déjà d'en parler. Ensuite, je vais vous parler de S'adapter de Clara Dupont-Mono, qui est également un roman de la rentrée littéraire qui a obtenu le prix Femina, je crois. On va suivre 3 enfants dans une famille et un des enfants est handicapé. Il a un handicap qui s'apparente un peu à de la tétraplégie. En tout cas, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas se mouvoir. Et on va suivre la vie de cette fratrie. Donc c'est vraiment focus sur les enfants, sur leurs ressentis. On va voir par exemple l'aîné qui veut protéger coûte que coûte cet enfant handicapé. On va voir la cadette qui, elle, plutôt est en colère parce que on passe plus de temps à s'occuper de cet enfant handicapé qu'à s'occuper d'elle. Elle se sent délaissée. Là, c'est un peu comme avec Marie Pavlenko. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien abordé ce point de vue de ces enfants, ces ressentis et ce ressentiment aussi qu'ils peuvent avoir face à leurs parents qui n'y sont pour rien, face à cet enfant handicapé qui n'y est rien, qui n'y est pour rien, lui non plus. J'ai oublié de lancer le chrono, je ne sais plus du tout à combien j'en suis. Enfin bref, on va continuer comme ça. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, ouais, superbement bien écrit, c'est pas très long et en même temps c'est suffisant parce que c'est quand même un sujet qui est assez dur et les scènes du quotidien, même si parfois c'est rien du tout, elles sont très très dures et d'autres très très belles. Tu sais pas pourquoi, c'est vraiment la magie des mots de Clara Dupont-Mono. Et là j'ai forcément dépassé la minute, mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai découvert le théâtre de Albert Camus cette année avec Les Justes, écrit en 1950 je crois. Cette pièce de théâtre raconte l'histoire d'un attentat dans la Russie, non, c'est pas la Russie soviétique, c'est la Russie avant la Soviétie, enfin avant la Russie communiste je crois. Enfin bref, on va suivre, oui c'est un archiduc, c'est ça. On va suivre un groupe de révolutionnaires qui veulent faire un attentat sur quelqu'un de la bourgeoisie et on va être dans un espèce de huis clos, hein, ça se passe dans un appartement. On va suivre leur discussion pour savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, pour savoir quel combat on doit mener, pour parler de loyauté entre amis, loyauté dans la cause, loyauté dans les engagements. C'est très militant, c'est percutant, c'est une pièce pas très longue et pourtant les peu de phrases et les peu de mots qui sont dits veulent dire 1000 choses. J'ai gardé un super souvenir, j'ai qu'une hâte, c'est de lire Caligula et là pour le coup je suis avant la minute. Ah, c'est très bon. Pomme orange épice, la ronde des lutins bio, j'adore. Cette année, j'ai également découvert les mangas et notamment la collection Akata avec ce coffret, Le mari de mon frère. J'étais un peu réticent parce que j'avais un point de vue négatif sur les mangas. Je me disais c'est pas assez, c'est trop petit, c'est trop cher, ça va pas aller assez en profondeur. Et pourtant, là c'est une histoire toute douce. Un homme qui était marié avec un... Non, j'ai dit de la merde, attendez, il me reste 40 secondes. C'est une histoire toute douce, on va être avec un homme qui perd son conjoint et qui du coup va au Japon, parce qu'il est du Canada, va au Japon rencontrer le frère de son conjoint décédé. Et arrivant au Japon, il va voir que son frère a une fille, donc c'est sa nièce. Je ne sais pas si vous suivez, ça devient compliqué. Mais enfin bref, c'est une histoire toute douce d'un homme homosexuel qui raconte son homosexualité et qui en même temps
éduque quelqu'un qui est pas homophobe mais qui ne connaît pas d'homosexuel, qui ne sait pas vraiment en parler et qui éduque également une petite fille qui doit avoir 6 ou 7 ans. C'est sans être trop plein de bons sentiments, c'est très éducatif, c'est très doux et ça fait un bien fou au moral et au cœur. Ensuite, comment ne pas parler cette année de Laurent Mauvigné que j'ai également découvert. J'ai envie de vous parler du livre qui s'appelle Des hommes. C'est un roman qui raconte l'histoire d'hommes qui ont fait la guerre d'Algérie pour la France du coup et qui ont vécu toutes ces horreurs qui se sont passées en Algérie, ces exactions, ces villages rasés, ces femmes violées, ces femmes tuées, ces enfants outragés, enfin vraiment toute la violence et l'horreur de la guerre d'Algérie, et qui ensuite rentrent chez eux et n'arrivent plus à reprendre leur vie d'avant, n'arrivent plus à vivre comme ils auraient pu vivre s'ils n'avaient pas été à la guerre. Et encore une fois, Laurent Mauvigné, il est génial dans l'introspection, il te balance des phrases qui durent sur 1000 pages, mais qui en même temps, enfin pas 1000 pages, mais 3 ou 4 pages, qui veulent tellement dire, c'est de l'introspection, on est vraiment au creux du cerveau humain et des tribulations d'un homme avec ses pensées les plus profondes, les plus sombres parfois, et c'est dur, mais c'est beau, qu'est-ce que c'est beau purée. Et donc voilà, j'ai adoré des hommes qui parlent magnifiquement bien de la guerre et de ce que ça laisse dans la tête des soldats. Ensuite, en plus des mangas, j'ai également pris plaisir à lire des romans graphiques cette année, et j'ai lu Dans la nuit noire, qui est un roman graphique très très sombre, en noir et blanc, qui va raconter l'histoire de deux hommes, un jeune garçon, je crois qu'il est à peine majeur, et d'un homme un peu plus vieux, peut-être la quarantaine, qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Sauf que le petit jeune va voir que cet homme qui est plus vieux que lui est photographe, et qu'il a plein de photos d'un ancien amant à lui dans cette maison. Et il va tout faire pour devenir cet ancien amant, pour lui ressembler le plus possible, parce qu'il se dit, s'il l'a autant pris en photo dans autant de poses différentes, c'est qu'il devait beaucoup l'aimer. Et donc on va voir comment on peut réussir à s'oublier totalement, à s'abandonner pour quelqu'un qu'on aime, alors que cette relation est déjà de base un peu bancale, un peu dysfonctionnelle. C'est super sombre, ça fait mal au cœur pour ce petit jeune qui connaît pas grand chose à l'amour et qui pour autant donne tout ce qu'il a pour cet homme. Et voilà, c'est vraiment très très fort comme BD, un peu cru je vous préviens, des scènes de sexe, des scènes de violence, vous êtes prévenus. J'en ai tellement parlé que ça devient indécent, j'ai également découvert Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery aux éditions Toussaint Louverture. C'est quoi? C'est un classique du Québec, non du Canada, parce que je pense qu'elle est pas francophone. Là j'ai tant aimé par la forme que par le fond parce que l'ouvrage est magnifique, Toussaint Louverture font des bouquins mais somptueux pour tellement peu d'argent, enfin c'est peu cher, c'est peu dispendieux vraiment. On va suivre la vie de Anne qui elle aussi est une petite orpheline qui arrive dans cette cabane canadienne, dans cette campagne canadienne avec ses grands espaces, ses grands paysages. C'est magique, c'est vraiment une magie de Noël qui s'opère en lisant ce bouquin. Je l'ai refermé des étoiles plein les yeux avec envie de gambader dans les prés, de sauter telle Marie Ingalls dans la forêt et dans la neige. Vraiment, je pourrais pas l'expliquer, je ne saurais pas l'expliquer, et je crois qu'il n'y a juste rien à dire à part que mettez vos lunettes d'enfant, laissez-vous porter par cette magie, chantez, dansez, vivez la vie, vivez l'amour, et puis voilà, c'est tout. C'est vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire avec ce roman, c'est magique. J'ai également lu le nouveau roman de Valérie Perrin qui s'appelle 3 aux éditions Albin Michel. Dans 3, on va suivre l'histoire de 3 amis, 3 meilleurs amis qui se sont perdus de vue. Ils étaient vraiment un trio inséparable au collège, au lycée, à l'école, enfin bref voilà, ils habitaient dans un petit village, puis quand on grandit, quand on devient adulte, les amitiés se séparent, se délitent. Et au final, un fait divers dans la ville où ils ont grandi se produit 20 ans, 30 ans après, je ne sais plus, et ils se retrouvent tous les trois être forcés de retourner là-bas pour le fait divers. Ils vont se retrouver, il va y avoir des échanges, il va y avoir des colères qui vont exploser, des non-dits qui n'avaient jamais été dits, merci Floris, enfin voilà. C'est vraiment un magnifique roman sur l'amitié, si ce n'est le plus beau que j'ai lu, je pense, cette année, parce que voilà, c'est l'amitié dans tout ce qu'elle a de plus beau et dans tout ce qu'elle a de plus cruel, tout ce qu'on peut se reprocher et ce qu'on ne se dit jamais, mais en même temps, l'amitié est plus forte que la haine, toujours, et la fin est à retourner le cœur, mais en même temps très très belle. J'ai trouvé que... Ah, j'ai encore pas lancé le chronomètre. J'ai trouvé que c'était un beau tour de force de Valérie Perrin. J'avais déjà beaucoup aimé Changer l'eau des fleurs, j'ai encore préféré 3. Et une belle saga, c'est une belle grosse bricasse avec laquelle on se plonge dedans. On est transporté dans les années 80, on entend Indochine qui chante 3 nuits par semaine. Et puis voilà, moi j'ai adoré tout simplement. Comment ne pas parler du Sang des promesses, également pièce de théâtre que j'ai découverte cette année. Le Sang des promesses, ça fait partie d'un cycle qui s'appelle je ne sais plus comment, mais c'est écrit par Wajdi Mouawad et c'est publié chez Babel. Dans cette pièce-là, on va parler d'un homme qui perd son père et qui doit aller l'enterrer sur sa terre natale.
Il habite, je crois, au Québec ou au Canada, je sais plus, mais il se retrouve en Moyen-Orient. Il n'y a pas trop de notion de temps, d'espace. C'est un peu flou. Il y a des personnages fictifs, il y a des fantômes qui arrivent sur scène. À mon avis, ça doit être un enfer à mettre en scène d'ailleurs, tellement les didascalies sont pauvres et les repères chronologiques et spatiaux le sont également. Mais c'est un magnifique roman sur la filiation, ouais, c'est ça, les relations père-fils, et en même temps sur l'héritage culturel, l'héritage de la patrie, des ancêtres. J'ai trouvé ça très beau, très fort. On est un peu dans une espèce de culture animiste où, je vous dis, on est transporté, il y a une aura mystique. C'était une magnifique pièce de théâtre à lire et j'ai hâte de découvrir la suite du cycle. Évidemment, cette année, je ne pouvais pas ne pas parler de la collection L'Iconopop de l'Iconoclaste, ces petits recueils de poèmes d'une centaine de pages, écrits par des auteurs qui ne sont pas forcément tous des poètes d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé Décomposé de Clémentine Beauvais, qui est une réécriture, ou en tout cas une écriture qui englobe le poème Une charogne de Baudelaire. Une charogne de Baudelaire, c'est Baudelaire qui se balade, qui tombe sur un corps décomposé et qui en fait un poème magnifique. Et Clémentine Beauvais en fait, elle, une histoire encore plus belle. Elle essaye de deviner qui était derrière cette charogne avec un texte en vers libre qui nous raconte un peu aussi la vie de Baudelaire, un peu la vie de Jeanne, la vie d'autres personnages. Elle construit tout un univers autour de ce poème et c'est vraiment un bel hommage, je trouve, rendu à Baudelaire, un bel hommage rendu à la poésie, mais toute la collection est un bel hommage rendu à la poésie. Je vous invite vraiment à découvrir. Moi, je ne connaissais pas Clémentine Beauvais, je l'ai découverte à travers ce texte et j'ai hâte d'en lire un peu plus d'elle. Voilà. Alors là, c'est plus récent, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar aux éditions Philippe Ray, prix Goncourt 2021. Un peu comme dans Le Sang des promesses. Là, ce qui me reste de cette lecture, c'est vraiment, je vous dis aussi, un peu un mysticisme, une aura, je ne sais pas comment on dit, mais on va être dans un roman sur l'écriture, un roman sur le métier d'auteur, sur la littérature. On va parler du milieu littéraire français, de son hypocrisie vis-à-vis des grands auteurs africains. On va être dans une espèce d'enquête, dans une espèce de quête, ça part dans tous les sens. Il y a 1000 voix, mais en même temps, je vous dis, on est dans un nuage d'informations, mais moi j'ai toujours réussi à savoir qui parlait, où est-ce que j'étais, à garder le cap, et en même temps à me faire transporter de ville en ville, de continent en continent, d'époque en époque. J'ai trouvé que c'était une magnifique fresque sur la littérature et sur l'écriture, et j'ai déjà lu Attendez, je m'épose. Et j'ai déjà lu le précédent roman de M. Bougarsar qui était De purs hommes sur l'homosexualité et c'était tout aussi délicieux. Bref, vraiment un auteur que je vais suivre de plus près encore une fois en 2022. Ensuite, du côté de l'imaginaire, j'ai été fureté dans l'espace avec Becky Chambers et L'espace d'un an. On va être avec Rosemary, une terrienne qui, je crois pour des problèmes d'argent, s'embarque sur un vaisseau qui s'appelle le Voyageur et qui part en mission dans l'espace. Ça se passe plusieurs centaines d'années après notre époque. La Terre est reconnue comme une planète mineure. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens autour de nous qui étaient un peu plus intelligents, peut-être un peu plus tolérants aussi, un peu moins à faire la guéguerre. Et voilà, c'est un roman empreint de tolérance et de bienveillance qui inclut des notions de diversité et d'inclusivité qui font plaisir à voir dans un roman, et qui plus est dans un roman de science-fiction. C'est vraiment de la bonne science-fiction, de la science-fiction positive qui te donne foi en l'humanité, qui te donne foi au genre humain, peut-être un peu trop parfois, mais voilà, on va être avec des différentes espèces de personnes, avec différentes sexualités, différentes identités, et pourtant, c'est vraiment top. Et on se balade dans l'espace, et on se balade dans notre tête, et on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait dans nos vies, et pourquoi on s'emmerde à faire certaines choses parfois, alors qu'il suffirait juste d'un peu plus de bienveillance. Un autre texte de théâtre que j'ai découvert cette année, Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce, je crois. J'avais vu le film de Xavier Dolan, qui est une interprétation de cette pièce de théâtre, mais qui ne reprend pas le texte original. Dans Juste la fin du monde, on va suivre la vie d'un jeune garçon qui se sait malade et qui se sait condamné à la mort. C'est jamais mentionné, mais quand on connaît la vie de Jean-Luc Lagarce, on se doute que c'est le sida et que ce jeune homme est homosexuel. Il ne parlait plus à sa famille, non pas qu'ils étaient fâchés, c'est juste qu'ils n'avaient pas de relation en fait les uns les autres. Et du coup, il décide d'aller les voir pour leur annoncer qu'il allait mourir car il était malade. Sauf qu'une fois arrivé dans la maison familiale, tout ne se passe pas comme prévu. Ils s'engueulent, ils ne se laissent pas parler.
il se coupe la parole H24. Enfin voilà, on est vraiment dans ce quiproquo et dans cette non-communication qui conduit à des immenses monologues, car vu que personne n'arrive à discuter, ils parlent tout seuls, ils parlent dans leur tête. J'ai vu quelques moments faits sur... Merde, il m'en faut plus. J'ai vu quelques moments de pièces mises en scène et c'était super beau, ces monologues avec une lumière mise en... comme ça, vous voyez, sur la personne. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. C'est un super beau texte avec des super monologues. Moi, je l'ai lu à voix haute dans mon fauteuil le soir, dans le noir presque. C'était somptueux. Les mots de Jean-Luc Lagarce m'ont transpercé le cœur et m'ont fait vraiment du mal autant que du bien. Et pour rester sur l'homosexualité, en tout début d'année, je pense que c'était une de mes premières lectures, j'ai lu « Je suis en vie et tu ne m'entends pas » de Daniel Arsan, qui raconte la vie d'un jeune homme, Klaus, je crois, qui, en sortie des camps de concentration, doit réintégrer la vie sociale, sauf que le problème, c'est qu'il avait été interné en camp de concentration dans l'Allemagne hitlérienne, car il était homosexuel. Donc une fois qu'il sort des camps, tout le monde sait qu'il est homosexuel, et en 1945, autant vous dire que l'homosexualité, c'est pas super bien apprécié. Donc en fait on nous raconte la vie de tous ces homosexuels qui ont survécu et qui ont dû vivre une double peine car même s'ils avaient survécu au camp de concentration, il fallait que maintenant ils survivent à la vie normale et que c'était très compliqué. À travers une plume très contemplative et très introspective, on nous rend compte, oui, de toute cette difficulté à réapprendre à vivre, à réapprendre à faire les gestes du quotidien, à réapprendre la liberté. Et c'est vraiment un bel hommage rendu à toutes ces personnes qui ont péri dans les camps de concentration. Je dis ça avec un super grand sourire alors que c'est vraiment pas drôle et que ça fait vraiment mal au cœur. Thriller italien, Je suis la bête, Donna Donaera, je crois, aux éditions Cambourakis. Alors c'est un thriller qui déjoue tous les codes du thriller. On n'est vraiment pas dans une ambiance haletante, intrigante. On sait que un homme, chef de la mafia, dans les Pouilles, a perdu son fils s'est suicidé, et du coup lui il veut absolument trouver un coupable et savoir pourquoi son fils s'est suicidé, et du coup il vire dans une espèce de folie où il veut accuser tout le monde, où selon lui tout le monde est coupable, tout le monde a un jour causé du tort à son fils et c'est pour ça qu'il en est venu à se suicider. C'est pas un huis clos, mais on est vraiment dans cette ambiance un peu crasseuse des Pouilles italiennes, un peu pauvre, où la mafia est reine. Ce père qui est en même temps totalement fou, on a un peu de la peine pour lui, on a envie de l'aider à aller mieux, et à côté de ça il y a d'autres personnages parce que c'est un roman choral avec plusieurs voix qui vont intervenir et qui sont super belles, qui ont toutes des histoires à raconter. Je connaissais pas le thriller italien et vraiment rien que pour cette langue magnifique, cette prose qui est très douce dans un univers si sombre et si dégueulasse, je vous le recommande à 1000%. Dans les belles BD graphiques que j'ai lues également cette année, il y a évidemment Anaïs Nin, La mère des mensonges de Léonie Bischoff aux éditions Casterman il me semble. On va être dans la vie d'Anaïs Nin. Alors c'est pas une biographie complète, ça se limite à quelques passages de la vie de Anaïs Nin, mais c'est vraiment concentré sur des extraits de journaux. Donc du coup, dans les dessins, on va avoir Anaïs Nin, mais on va également avoir le journal d'Anaïs Nin qui va être personnifié. Alors le texte est de Léonie Bischoff et d'Anaïs Nin parce qu'il y a des extraits de journaux. La plume c'est 100% Léonie Bischoff. C'est très très beau. Rien que déjà le dessin, la plume, enfin le trait, le style, les couleurs sont super belles. Tout ça c'est très très beau et en même temps ça nous raconte la vie de cette femme qui a vraiment pas une vie banale, qui a une vie sexuelle assez libérée d'ailleurs, ce qui est plutôt innovant pour l'époque, j'ai envie de dire. J'ai adoré découvrir Anaïs Nin, que je ne connaissais que très peu. J'ai adoré découvrir ses journaux et ses poèmes, et en même temps la plume, le dessin de Léonie Bischoff. Donc vraiment c'est un carton plein, 100%, tout me va là-dedans. Coucou, c'est le Floris du montage. Je me rends compte que j'ai des tics de langage super énervants. Buvez un coup à chaque fois que je dis en même temps dans cette vidéo et je peux vous assurer que vous finissez rond avant la fin parce que j'ai dû le dire à peu près 38 fois. Je m'en excuse, excusez-moi, désolé, veuillez m'excuser. Et voilà, je vous laisse continuer la vidéo. Je vous promets que à part ces tics, c'est pas trop chiant. Toujours dans les graphiques, j'ai découvert Le Jardin Paris de Gaël Genillet aux éditions Delcourt Mirage, je crois. On va être dans l'ambiance des cabarets parisiens. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui a vraiment, il n'y a pas longtemps, là, il y a genre 2-3 vidéos. Donc je vais pas vraiment m'étendre dessus. C'est vraiment un petit garçon qui veut être un danseur. Désolé. C'est un petit garçon qui veut être danseur, sauf qu'il travaille, enfin qu'il vit dans un cabaret où il n'y a que des femmes pour danser, et donc du coup il se travestit en femme pour devenir danseur.
mais danseuse, et il s'appelle Rose, je crois. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais en fait c'est très très simple. C'est très très beau, c'est pareil, c'est plein de tolérance, plein de bienveillance. J'ai beaucoup aimé le trait, j'ai beaucoup aimé cette ambiance cabaret parisien, car c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, ça donne envie de danser et de chanter. Et c'est tout ce qu'on veut à Noël, chanter et danser maintenant. J'ai également pu lire grâce au cabinet de lecture Le premier accro coûte 200 francs de Elsa Triolet aux éditions je ne sais plus quoi car le livre est beaucoup trop vieux. C'est un recueil de 4 nouvelles écrites par Elsa Triolet pendant la Résistance, sur la Résistance, alors qu'elle était elle-même résistante. Vraiment là, niveau contextualisation, niveau être dans les faits, dans rapporter ce que je vis et ce que je connais, on peut pas faire mieux. Et pourtant, je pense pas que ce soit très biaisé. Elle a un point de vue assez objectif, je trouve, sur la Résistance. Elle ne l'idolâtre pas à 3000% comme auraient pu le faire les gagnants la France gagnante de cette Seconde Guerre mondiale. Elle est assez objective et en même temps avec une plume assez innovante, assez innocente. Elle arrive à décrire vraiment la réalité de ces résistants, de ceux qui veulent résister, de ceux qui ne veulent pas résister, de ceux qui ne se sentent pas vraiment impliqués, de ceux à qui on n'a rien demandé et qui se retrouvent impliqués. Enfin vraiment, un portrait global de ce qu'était la résistance dans la zone occupée et dans la zone libre, et j'ai adoré. Toujours chez l'Iconop Pop, c'est celui que j'ai le plus aimé, Brûler, 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 de Lisette Lombé. Là, c'est vraiment un recueil de poèmes. C'est plusieurs petits poèmes qui n'ont pas forcément tous des liens entre les uns et les autres, mais qui parlent de sujets très actuels, très contemporains. C'est de la pure poésie contemporaine qui est très piquante, très brûlante, très incisive. Il va y avoir des poèmes sur l'homosexualité, des poèmes sur le fait d'être femme, le poème sur le fait d'être racisée, d'être femme racisée, violentée, enfin voilà. Elle aborde plein de points de vue. Je pense que même l'homosexualité, je ne suis pas sûr que cela la concerne, mais elle le fait très très bien. Peut-être que je me trompe d'ailleurs. En tout cas non, parce qu'elle parle d'un petit garçon homosexuel, donc c'est forcément pas quelque chose qu'elle a vécu elle-même, mais c'était très beau, c'était très fort. C'est vraiment tout ce que j'aime dans la poésie contemporaine. Elle fait ses propres lois, elle fait ses propres règles, et elle le fait très très bien, et en même temps ça reste en tête et ça marche sur moi, donc j'ai adoré Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé. C'était trop compliqué de trouver qui était le meilleur entre ces deux-là, mais on va dire que ça sera l'autre. J'ai également beaucoup aimé Le ventre des hommes de Samira El Ayachi aux éditions de l'Aube. Vraiment une de mes plus belles lectures de l'année 2021. C'est une lecture qui est vraiment très fragmentée, il va y avoir un peu de tout. On va nous raconter l'histoire d'ouvriers marocains qui ont été transportés dans le nord de la France, dans les terrils, dans les mines, car on était en absence de main d'œuvre, on savait que les mines allaient fermer, il nous fallait des derniers bougres pour aller travailler dans ces mines, et on a envoyé des Marocains. Et du coup, on va suivre la vie de toute une famille d'un de ces ouvriers marocains, une jeune femme qui essaye du coup de s'intégrer en France, enfin une enfant, puis après une jeune femme qui vient d'une famille marocaine, d'une famille pauvre, ouvrière, et qui elle veut essayer de gravir les échelons, de devenir institutrice, et c'était très beau. En même temps on sent toute l'émotion de Samira El Ayachi derrière les mots, on sent aussi tout ce qu'elle a vécu elle-même, parce que, alors je pense que c'est un peu auto-fictif, qu'il y a plus une part de fiction que de réalité, je sais pas trop peser la balance, et en même temps je m'en fiche car j'y ai cru du début à la fin, donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, on s'en fout quand les mots sont véridiques, quand les pensées le sont également, et quand les émotions le sont. Bah voilà, donc Le ventre des hommes, Samira El Ayachi, les éditions de l'Aube, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant cette lecture, que j'ai adoré. Voilà, rien d'autre à dire à part que lisez-le si vous avez envie d'avoir un peu d'histoire, un peu d'émotion, un peu de famille et beaucoup d'amour. Et enfin celui à cause de qui tout a commencé, Loin d'eux, de Laurent Mauvigné, le top 1 de cette année. Très court roman de 150 pages qui, comme Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, nous parle de l'incommunication, la non-communication. C'est fort d'arriver à écrire 150 pages sur des gens qui ne parlent pas et qui ne discutent pas, et il le fait avec brio, avec son style qui lui est tellement reconnaissable et tellement propre. On va être avec un jeune homme qui va se suicider, et on essaye de comprendre toutes les personnes autour qui ne l'ont pas vu venir, on essaye de comprendre lui aussi pourquoi il s'est suicidé, enfin, qu'est-ce qui lui a fait venir à cet acte qui est voilà, irréversible. J'arrive pas à en parler, je suis désolé, il me reste plus que 14 secondes, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que s'il vous plaît, lisez un Laurent Mauvigné, même si c'est pas celui-là, si le thème vous paraît trop dur, car je vous préviens, il l'est et ça fait mal. Lisez un roman de Laurent Mauvigné, juste pour goûter à cette plume trop belle, avec ses grandes phrases, ses grandes descriptions, et en même temps toutes ces émotions, et c'est un auteur qui est résolument
je trouve peut-être un peu élitiste, j'ai envie de dire, parce que oui, c'est peut-être pas abordable à tout le monde ce style, mais ce qui est fou, c'est que dans cet élitisme qu'il a dans son style, dans sa façon d'écrire, il ne l'est absolument pas parce qu'il fait toujours parler ceux qui n'ont pas la parole. Quelqu'un qui veut se suicider, des personnes très pauvres qui ont peu de culture dans les campagnes, et ça se voit qu'il en vient, qu'il était là aussi parce que il en parle tellement bien. Moi, je me transpose, mes parents habitent à la campagne, dans un endroit un peu reculé de tout ce qui pourrait être lié à la culture, et je sais que ce qu'il raconte c'est vrai, je sais que c'est comme ça que ça se passe, que les personnes sont bourrues parfois, les personnes sont dures avec toi, et que pourtant il y a tellement d'amour derrière leurs mots, derrière chaque reproche, et voilà. Laurent Mauvigné, j'aime trop comment il écrit, j'aime trop ce qu'il écrit, et je vous le recommande. Voilà. Je sais pas si c'était vraiment juste comme vidéo, à propos en tout cas, parler de 1 minute de livres qui vous ont tant plu, c'est très compliqué, ça donne soif, et ça va être très chiant en montage parce qu'il va falloir que j'intègre toutes les couvertures, plus un petit chrono quelque part. C'était donc mes 25 coups de cœur de l'année 2021. Dites-moi en commentaire s'il y en a que vous avez lu et si vous ont fait le même effet que moi. Ça fait bizarre de me dire que ça fait presque un an. Alors c'est dommage, j'ai pas commencé en janvier, j'ai commencé en février les vidéos, mais ça voilà, ça fait presque un an de YouTube. On est bientôt 2000 sur la chaîne, c'est complètement zinzin, j'en reviens pas. Je pense pas que ça va être la dernière vidéo de l'année, donc je vais garder mon laïus plein de pathos et d'émotions et de larmes et de merci pour plus tard. Mais bon, vu que là c'est un peu une vidéo bilan, je pense dans ma tête aussi à un petit bilan de l'année. Mais je garde ça pour plus tard, en stock. Voilà, en attendant je vous fais d'énormes bisous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.